Le Parlement du Karnataka est l'un des plus grands édifices de Bangalore. Nous nous rappelons à cette occasion que l'Inde n'est pas une nation. Bharat Mata est une union. Ce sont les termes mêmes de la Constitution adoptée à l'indépendance. L'Inde est donc une fédération de régions qui chacune dispose de leur gouvernement régional et de leur parlement. C'est pour nous aussi l'occasion de nous rappeler que l'Inde est la plus grande démocratie du monde. C'est une démocratie complexe. C'est une démocratie qui a beaucoup évolué depuis l'indépendance sous l'égide du parti du Congrès et du pandit Nehru, disciple de Gandhi, mais qui à bien des égards a pris une distance considérable avec l'enseignement de son maître, puisque notamment il s'est référé à la suite de maints voyages en Union soviétique, au communisme et au socialisme. L'Inde s'est peu à peu émancipée de la tutelle soviétique, elle s'est rapprochée des pays occidentaux et notamment des États-Unis. C'est ce qui a permis à Bangalore, où nous sommes, d'être la Silicon Valley de l'Inde. C'est ce qui a permis à cette région de connaître un développement assez extraordinaire dans le domaine de la digitalisation et de l'industrie numérique. En 2022, l'Inde comptera plus de 100 entreprises que l'on appelle les unicornes, ces entreprises qui valent plus d'1 milliard de dollars en bourse. Parce que la magie de l'Inde, Bharat Mata, la magie de Rashtriya, la magie du gouvernement du BJP dirigé par Narendra Modi, c'est aussi la magie d'un développement économique combiné avec une identité religieuse et nationale extrêmement puissante. Nous aurons à y revenir tout au long de ce voyage. Thank you very much. It's an honor and a great pleasure for me to share a few ideas with you in this prestigious meeting. We are speaking about metaverse. Metaverse is a global project from a private company to reshape the world. We are not speaking about products or services. We are speaking about far more than nations building or states building or other American fantasies. We are speaking about mind building. These private companies, the big techs, they want to reshape my mind, the minds of my children, of my grandchildren, and so on. I will put very clearly the question: if our democracies don't take back control over big techs and technologies, big techs and technologies will have entire control on our lives, our minds, and our democracies. Je viens d'intervenir à l'invitation de l'Indian Foundation à Bangalore au sujet de Metaverse, du Metaworld et de ce que tous les big tech veulent nous imposer. J'ai assez franchement évoqué le fait que c'est le monde réel qui compte. C'est très bien que des sociétés opérant dans le monde virtuel valent des milliards de dollars, mais à la fin des fins, nous avons besoin de voitures, nous avons besoin d'eau pure, nous avons besoin d'un air sain à respirer, nous avons besoin d'une nature belle, de villes bien construites, d'infrastructures, et c'est la vie réelle qui compte. To compliment you on your talk today, it was by far one of the most honest talks, straight up and absolutely candid. We really appreciate conversations like that, and I think if we continue conversations like that, our countries can understand each other much better. Thank you so much. A good day. Mes félicitations. Je suis d'accord. Parler français? Oui, un peu. J'ai apprécié l'excellent accueil de nos amis indiens. J'ai apprécié les multiples rappels de l'amitié historique entre l'Inde et la France. Je me souviens des relations excellentes du général de Gaulle avec l'Inde et de tous ceux qui ont vu dans la France un pays non aligné, notamment au temps de Michel Joubert et au temps de maints grands dirigeants européens. Je regrette que la France ne fasse plus partie des pays non alignés. Je souhaite pour ma part renouer des relations fructueuses et amicales avec l'Inde. L'Inde sera l'une des 4 premières économies mondiales dans les 5 à 6 années qui viennent. L'Inde est déjà
très haut placé dans la hiérarchie des puissances du numérique. En ce qui concerne le nombre d'utilisateurs, la Chine et l'Inde sont sans rival puisque l'Inde a déjà plus de 600 millions de personnes qui utilisent l'Internet. Le Bangalore est le noyau à partir duquel l'Inde a étendu son influence justement dans le domaine de la sous-traitance. L'Inde a commencé un peu au bas de l'échelle en fournissant des services à bon marché qui permettaient à toutes les grandes sociétés informatiques de réaliser des bénéfices très importants. Mais l'Inde est en train de monter dans l'échelle de valeur et veut devenir maintenant une puissance, par exemple dans le domaine pas seulement de la 5G et de la 6G pour les communications, mais aussi dans le domaine des microprocesseurs. Elle veut maîtriser toute la chaîne. Elle a déjà 50 000 designers dont les services sont utilisés dans le monde entier, mais qui sont basés en Inde, et elle veut en former 85 000 dans les prochaines 10 années. Donc elle espère avoir une domination d'une partie importante de ce marché, en collaboration d'ailleurs avec les puissances dans ce domaine que sont le Taïwan, la Corée du Sud, Singapour. Je souhaite que l'Union européenne noue des relations démocratiques plus riches et plus fortes avec l'Inde, mais je souhaite aussi que la France renoue des relations séculaires avec un pays qui a été un partenaire, qui a été un allié, un ami sûr et qui doit redevenir un des amis les plus proches de notre cœur. Justement, je pense que les Indiens sont beaucoup plus intéressés par la France et par les autres pays européens que par l'Union européenne en tant que telle, parce que l'Union européenne n'a pas un rôle bien précis vis-à-vis de l'Inde. Les Indiens font beaucoup plus confiance aux gouvernements nationaux. Je crains malheureusement que l'Europe n'ait perdu certains avantages qu'elle avait en Inde suite aux jugements qui ont pu être portés dans certains milieux intellectuels ou politiques sur l'actuelle gouvernance indienne. C'est-à-dire que l'Europe s'était habituée à un gouvernement du Congrès jugé socialisant et n'a généralement pas bien accepté la venue au pouvoir de nationalistes hindous qui sont souvent jugés comme anti-musulmans. Or, nous savons que dans le contexte particulier de la France, le rôle de l'islam devient une question majeure. Donc je pense que peut-être de ce point de vue-là, la France n'est pas en mesure d'exploiter tous les avantages historiques dont elle jouit en Inde, puisque la France est considérée depuis l'indépendance comme un pays ami. Et cette amitié s'est renforcée durant la guerre de 71, quand la France est le seul grand pays occidental qui a soutenu l'Inde dans sa guerre pour la libération du Bangladesh. Ram Madhav, you're a prominent Indian essayist and thinker. You have had also a great role in the BJP. What do you expect of the relationship between European Union and India for the years to come? India is a very technologically dynamic country. We are a strong country. So we want to prepare our country for it, and also we want to play a big role in the new transition that is going to happen. In the next decade or so, we want to play a big role. This technological disruption will be driven mainly by the West, when I say West, Western Europe, and of course America. And on this side of the world, India. It is our partnership between India, European Union. We together can play a decisive role in shaping the future of the mankind. So we as countries, we as governments should now come together, work together and use this opportunity. I think that's the reason why we wanted your presence also in this conference as a representative of the European Parliament. Thank you. Thank you very much. It was an excellent opportunity to share some ideas about the future. Thank you so much. Le cœur de Mangalore inspire à tous les auteurs qui l'ont traversé une expression fréquente, le grand bordel indien. Par rapport à l'ordre minutieux que tient à observer la Chine, par rapport au modèle de développement qu'a adopté la Corée du Sud, qu'a adopté le Japon, on a effectivement l'impression d'un immense désordre. Rien ne marche dans les clous, surtout pas sur les routes où voitures, tuk-tuk, rickshaws tentent d'occuper le moindre centimètre disponible. Et pourtant, l'Inde s'est mise en marche. L'Inde, ça fonctionne. J'en prendrai quelques exemples qui nous ont été cités à Bangalore. Qui sait que les profils des ailes des nouveaux Airbus sont calculés par des chercheurs indiens à Bangalore? Qui sait qu'Alstom, à sa plus grande usine industrielle,
de train et de métro à Chennai, l'ancienne Madras? Qui sait que l'un des plus grands centres de recherche mondiale de Siemens est situé à Bangalore? Qui sait que les Indian Institute of Technology sont en train de diffuser partout dans le monde, et notamment dans la péninsule arabique, des dizaines de milliers d'ingénieurs, de techniciens, d'informaticiens? Bref, l'Inde est un réservoir de main-d'œuvre à haute valeur ajoutée. On ne vient plus en Inde pour ne pas payer le prix du travail, on vient en Inde parce qu'on y trouve de l'intelligence, on y trouve des formations et on y trouve aussi une créativité extraordinaire. C'est pour moi l'occasion de développer et c'est pour moi l'occasion d'insister sur ce qu'est l'Hindutva. Chaque enfant né dans une famille hindoue grandit avec des milliers de divinités. Il grandit avec ce fameux panthéon hindou dont les figures les plus connues sont Hanuman, le dieu singe, Ganesha, le dieu éléphant, Shiva, Vishnu, etc., etc. Et il est de plein pied avec le monde virtuel. C'est probablement ce qui fait que Bollywood devient la première industrie du cinéma au monde. C'est aussi ce qui fait que les concepteurs de logiciels et de jeux vidéo hindous sont en train de prendre le leadership mondial dans tous les domaines. Seul centre de recherche des établissements Michelin qui sont complètement enracinés au Clermont-Ferrand. Le seul centre de recherche hors de la France, ils l'ont situé en Inde. Et l'argument pour le situer, c'est que les hindous étaient les seuls capables d'inventer un autre rapport à la route. S'il y a quelque chose à innover dans le pneu et la route, Michelin s'est dit c'est peut-être en Inde qu'ils vont trouver quelque chose. Et ça, je pense que c'est une démarche intéressante parce que c'est bien notre rapport au monde. 15% du PIB mondial, 25% de la population active mondiale. Nous sommes ici en Inde, à Mangalore, l'un des symboles commerciaux de l'Indo-Pacifique. L'Indo-Pacifique, c'est des puissances nucléaires. L'Indo-Pacifique, ce sont des puissances démographiques. L'Indo-Pacifique, ce sont des puissances commerciales. Et pourtant, nous sommes ici les seuls Français visibles dans cette masse de population. Nous sommes ici pour anticiper les rapports géopolitiques. Nous sommes ici pour anticiper l'Inde 2.0 qui véritablement va bouleverser la mondialisation commerciale. Et nous sommes ici aussi pour anticiper des problématiques communes que nous pourrons retrouver avec nos amis indiens, notamment l'islam politique. Allons-y. La forteresse de Bekal, qui domine la mer, doit son origine aux guerres multiples que d'abord Hyder Ali, ensuite Tipu Sultan ont livrées contre l'envahisseur britannique, souvent avec l'aide des Français. Mais la présence de ce fort, le souvenir de ces deux souverains musulmans du sud de l'Inde, qui avaient fini par constituer un royaume qui s'étendait sur presque la totalité du sud de l'Inde, nous rappelle la présence, qui date de plus de 5 siècles, de l'islam en Inde. Et nous conduit naturellement à interroger l'Hindutva, qui est l'épine dorsale de la politique conduite par le parti au pouvoir, le parti de Narendra Modi, le BJP. La présence de l'islam est massive et elle a été singulièrement renforcée récemment. Pourquoi ? Parce que l'excellence des universités indiennes, l'intelligence de la population et de la jeunesse indienne a fait d'eux les prestataires de services privilégiés des Émirats arabes, du Bahreïn, du Qatar, de Dubaï, etc. Des architectes, des ingénieurs, des mathématiciens, des informaticiens, par dizaines de milliers sont présents dans la péninsule arabique. Ils reviennent avec de l'argent, mais ils reviennent aussi pour beaucoup avec un renouveau de croyances islamiques qui ici s'étaient en grande partie diluées. Dans cette côte nord du Kerala, dans la côte sud du Karnataka, dans plusieurs villes, c'est tous les kilomètres que l'on voit des mosquées flambant neuves, à côté de madrasas, où les jeunes filles apprennent à se voiler, apprennent à respecter tous les principes de la foi coranique. Bref, l'islam est massivement présent et renforce sa présence. فذهب القول على أكثرهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم
naturellement une préoccupation pour le gouvernement, pour l'unité de l'Inde. L'une des décisions les plus importantes de la Cour constitutionnelle de l'Inde dans les 20 dernières années, c'est d'avoir considéré que l'hindutva, le mode de vie traditionnel indien, n'était pas lié à une religion, pas plus qu'à une origine ethnique ou à une nationalité, c'était le mode de vie de tous les Indiens vivant en Inde, et que les musulmans y avaient pleinement leur place. Naturellement, à condition de respecter les modes de vie, les traditions, les mœurs de la grande majorité de la population qui est hindoue, et aussi d'ailleurs d'une minorité chrétienne qui a quelquefois connu des heurts violents avec la population musulmane. Aujourd'hui, l'islam massivement présent, avec une injection massive de capitaux venus des pays du Golfe, est beaucoup plus visible, beaucoup plus structurant dans la vie quotidienne qu'il ne l'était dans le passé. Les frictions ont été nombreuses, elles restent nombreuses. Espérons que l'Inde saura trouver ce qui a été son avantage et sa qualité millénaire, la coexistence pacifique entre des religions, entre des origines, entre des deux populations qui ont choisi des modes de vie différents, mais qui parviennent à vivre ensemble dans la coexistence pacifique. C'est un enjeu, c'est aussi un défi, il n'est pas gagné, et souhaitons que réunis sous la bannière de l'hindutva, de ce mode de vie spécifiquement hindou, l'Inde parvienne à trouver la voie de la paix, de la prospérité et du développement. Nous sommes ici au fort d'Angelo, dans le Kerala, un fort portugais repris par les Hollandais puis par les Britanniques. Et nous nous dirigeons tout à l'heure vers Mahé, le comptoir français, l'un des plus connus, qui était français d'ailleurs jusqu'en 1954, après presque 4 siècles de présence française sans discontinuité. Oui, la France est une nation de l'Indo-Pacifique et oui, la France a ici une place dans les cœurs, dans l'esprit, dans la langue, notamment à travers la francophonie et je l'espère, un rôle beaucoup plus important en matière commerciale et géopolitique avec cette région qui aujourd'hui est incontestablement un pivot de notre planète, pivot en matière de relations commerciales, pivot en matière de relations financières avec des conséquences manifestes en géopolitique. Oui, la France a un rôle, celui de travailler avec l'Inde entre deux nations souveraines, deux nations libres qui rencontrent un problème qui lui est global, l'avancée d'un islam radical, d'un islam plutôt wahhabite, de cette doctrine politique. Ici au Kerala, tout à l'heure à Mahé, on ressent ici incontestablement un rôle important attendu par les Indiens de notre pays, la France. En 1531, voici presque 5 siècles, l'amiral Mahé de la Bourdonnais, parti de France, parti de Nouvelle-France, arrivait sur la terre de la côte sud de l'Inde à Mahé. Très peu de temps après, dès 1540, les Anglais établissaient un fort et installaient surtout une implantation commerciale majeure à Tellicherry, où nous sommes en ce moment. C'est l'occasion de nous rappeler d'abord que la mondialisation ne date pas d'hier. Il y a eu une mondialisation du temps d'Alexandre le Grand. Il y a eu une mondialisation du temps des invasions mongoles qui, faut-il le rappeler, avait conquis 2 tiers de l'Eurasie. Mais il y a surtout une mondialisation musulmane. C'est celle qui s'est déroulée dans les ports de la Méditerranée, mais encore plus de l'océan Indien, et qui a ouvert les routes de la soie. Les routes de la soie, le commerce qui a fait venir les épices, les soieries, les produits de luxe de l'Inde, du Cachemire, de la Chine jusqu'en Europe, ça a d'abord été le miracle des échanges commerciaux par des routes terrestres entre l'extrême ouest européen et l'extrême est du continent eurasiatique. Cette mondialisation a été interrompue notamment par les colonisations successives des Portugais et des Hollandais qui ont substitué les mécanismes de la colonisation européenne aux mécanismes de la mondialisation musulmane. Dans cette terre du Kerala, où abondent les temples hindous, où abondent aussi les mosquées, beaucoup flambant neuves, abondent également en églises. L'église Sainte-Thérèse de Mahé, les cathédrales et les églises
dédiée à Marie, dédiée à Saint Antoine, abondent tout le long de la côte. Elle nous rappelle l'importance du christianisme sur une terre qui a été abordée pour la première fois par Saint François Xavier, l'évangélisateur de l'Asie à Cochin, non loin d'ici, et qui aussi a fait l'objet de la querelle dite des rites malabars. Les prêtres catholiques et notamment les jésuites avaient adopté les mœurs des brahmanes. Ils jugeaient la religion catholique parfaitement compatible avec l'essentiel de la foi hindoue, qui, le rappelons, n'est pas une religion, mais un art de vivre et un mode de vie. Simplement, ils ont été condamnés par Rome et par le Vatican, qui s'inquiétait des dérives de rites et de pratiques qui ne lui semblaient pas strictement convenir à l'orthodoxie catholique. On ne peut que le regretter parce que la fusion entre l'hindouisme, plus mode de vie que religion, et la religion chrétienne aurait peut-être donné naissance à une religion asiatique, à une religion indienne d'un très grand intérêt face à la mondialisation de la multipolarité qui est en train de se développer. Aujourd'hui, nous sommes visiblement dans une autre mondialisation, celle que nous avons connue, celle des supertankers, celle des porte-containers, qui essentiellement s'est déroulée au bénéfice de la Chine et lui a permis des taux de croissance absolument considérables, au bénéfice de quelques multinationales qui en ont profité pour détruire les classes moyennes et détruire l'emploi dans les pays occidentaux. Sommes-nous en train d'en sortir? Ici, au Kerala, on pourrait le croire. En effet, la richesse exubérante du Kerala, qui est en train de faire de l'Inde une des économies qui montent dans le monde, dans 5 ans, l'Inde devrait être la 4e économie mondiale. Ça veut dire que les opportunités de croissance se déroulent essentiellement ici. Ça veut dire que la France doit retrouver sa vocation géopolitique en Indo-Pacifique. Ça veut dire que la France doit redevenir une puissance dans l'océan Indien. En a-t-elle les moyens? Sans doute. Les opportunités y sont. En a-t-elle la volonté politique? Il restera à la France, dans le cadre de l'Union européenne, à faire valoir sa voix, celle d'un empire qui fut mondial, celle d'une puissance non alignée, qui n'a jamais attendu qu'on lui donne des ordres pour agir, pour prendre des propres décisions dans son propre intérêt et pour marquer la présence de son drapeau sur tous les océans et sur tous les continents du monde. Sur la route au nord du Kerala, nous nous arrêtons dans un de ces villages de la poussière et nous venons de voir un car décharger des dizaines d'enfants qui sortent de l'école. C'est l'occasion de se rappeler d'un simple chiffre. En Inde, plus des 2/3 de la population a moins de 25 ans. La Chine a bénéficié de ce qui s'appelle le dividende démographique. Une population jeune, surabondante et pour une partie au moins bien formée. Ce dividende démographique est en train d'abandonner la Chine parce qu'elle va payer le prix de l'enfant unique. La population chinoise vieillit, elle vieillit vite. Et d'ailleurs, la principale préoccupation des enfants uniques, c'est de savoir comment ils vont payer la retraite de leurs parents âgés. En Inde, la situation est l'inverse. Le dividende démographique est en train de monter. Il est en train de monter en même temps qu'un niveau de formation qui devient impressionnant. Ce sont des millions de jeunes hindous, hommes et femmes, diplômés de ce qu'on appellerait en France Bac+2, Bac+4, qui sortent tous les ans, notamment des Indian Institute of Technology. Le dividende démographique va être du côté de l'Inde, qui avec le Bangladesh et le Sri Lanka en 2030, représentera 25% de la force de travail mondiale. Ça veut dire une zone d'attraction majeure pour les entreprises internationales, mais ça veut dire aussi, et l'Europe devra s'y habiter, qu'il y aura bien une nouvelle globalisation, mais cette nouvelle globalisation, elle aura le visage de l'Inde, et c'est l'Inde qui lui donnera le nouveau visage que probablement nous n'attendons pas.